C'est un des plus petits pays d'Afrique. Un territoire grand comme une région française et presque totalement désertique. Pourtant, la toute jeune République de Djibouti est un pays convoité par ses voisins et par les grandes puissances. La France, au milieu du XXe siècle, importante puissance européenne, possédait un vaste empire colonial dispersé aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui, il en reste encore des traces. Parmi elles, Djibouti, haut lieu stratégique entre la mer Rouge et l'océan Indien, proche à la fois de l'Arabie Saoudite et du Yémen, et entouré dans la corne de l'Afrique par l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie. C'est au XIXe siècle que les Français commencèrent à s'intéresser à la région malgré son caractère inhospitalier. Le pays était désertique. Quelques paillotes abritaient les populations côtières. Les pasteurs nomades erraient jusqu'au pied des contreforts volcaniques à la suite de leurs troupeaux. Le fanatisme de ces peuplades volontiers belliqueuses se retrouve aujourd'hui encore dans leurs fêtes et leurs danses guerrières. Pour prendre possession de la région, les Français durent négocier longuement avec les sultans, détenteurs du pouvoir local. C'est au nord du pays, à Tadjoura, que les Français fondèrent une de leurs premières colonies face à la mer Rouge. Tadjoura, la ville aux 7 mosquées, la ville où le poète Rimbaud tenta de monter une caravane pour vendre des armes au roi d'Éthiopie. Aujourd'hui, le sultan reste un chef coutumier qui a une grande influence dans la région. C'est un de ses ancêtres qui a cédé Tadjoura à la France. Il est toujours le dépositaire de cette mémoire. Plusieurs Français qui sont arrivés. Il y avait des poètes, Rimbaud, il y avait des commerçants aussi, là. Des commerces avec l'Éthiopie. Vers les années 1884, dans la même année, il y a eu 2 accords. Le premier, c'était l'accord d'amitié. Le deuxième, c'était l'accord dans lequel le sultan de Tadjoura cédait à la France son territoire, le territoire de son sultanat. 1869, ouverture du canal de Suez. Djibouti prend une importance considérable, escale de premier ordre pour la marine française vers ses colonies de l'océan Indien et de l'Extrême-Orient. La France crée de toutes pièces, dans un site favorable à l'installation d'un port en eau profonde, la ville de Djibouti, qui devient la capitale de la colonie. Aujourd'hui, les rues du centre-ville gardent encore des traces de la vieille cité coloniale. Mohamed Aden est une importante personnalité djiboutienne. Il a exercé ses fonctions au ministère de l'Intérieur pendant la colonisation, puis comme directeur de la principale banque de Djibouti. J'ai fait une licence en droit à Paris, rue d'Assas, et l'ancienne école coloniale, ce qu'on appelle l'Institut des hautes études d'outre-mer. Je vis à Djibouti depuis 1945. Ce quartier, si vous voulez, c'est le quartier autrefois commercial. Ici, vous aviez des magasins, beaucoup de magasins européens au départ. Et là, maintenant, tout a été plus ou moins repris par des Djiboutiens. Mais c'est un quartier, si vous voulez, qui est à la fois vieux, de par la construction ancienne, et neuf parce que de récentes constructions ont été faites il n'y a pas longtemps. Dans les années 45-50, l'année où je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Ou alors, quand il y avait des voitures, c'était avec des roues à rayons. Et on faisait le tour de la ville en calèche. En 1967, des mouvements indépendantistes commencent à se manifester. Et des émeutes éclatent, durement réprimées par les Français. Mais la population hésite.
Après le référendum organisé la même année, Djibouti reste la seule colonie française en Afrique. Mohamed Aden a vécu personnellement la fin de la période coloniale. Il appartenait à une délégation de notables djiboutiens, partis demander conseil aux chefs des États africains indépendants depuis plus de 15 ans. Nous avons rencontré le chef de l'État ivoirien, M. Houphouët-Boigny. Il a dit, votre pays, je le connais, je l'ai traversé, il n'y a que des cailloux. Par contre, la France a déjà quitté des pays aussi riches que le mien. Par conséquent, ne croyez pas que c'est la France qui s'accroche à votre pays. Vous avez deux voisins qui vous convoitent, ce sont la Somalie et l'Éthiopie. Si ces deux pays se battent pour vous, eh bien, ces deux pays ne vont pas se battre soit à Addis Abeba, soit à Mogadiscio, mais au contraire, ils vont se battre chez vous. Et vous n'aurez que la paix du cimetière. Alors là, c'était saisissant, vraiment impressionnant. Et il nous a dit, alors dans ces cas-là, moi je vous conseille de quitter votre position de défensif et soyez offensif. Allez à l'indépendance et nous vous appuierons. En 1977, un référendum donne une majorité écrasante aux partisans de l'indépendance. Après l'installation d'un régime autoritaire, et malgré une période de guerre civile, la jeune république de Djibouti s'engage progressivement sur la voie de la démocratie. Même après l'indépendance, l'influence culturelle de la France reste très importante. Le français est, avec l'arabe, la langue officielle du pays. C'est aussi la langue la plus utilisée dans les médias et dans l'enseignement. Dans les villages les plus isolés, comme Ardo, les nomades Afars parlent leur langue. Dans d'autres régions du pays, les Issa parlent somali. Mais dans l'école primaire du village, tous les cours sont encore donnés en français. Dayo, Assa, le tailleur. Dayo, Assa et le tailleur. Chez le tailleur, bien. Aujourd'hui, seul un enfant sur 3 fréquente régulièrement l'école. Et Djibouti reste un pays en voie de développement. L'arrivée massive des nomades, qui ont quitté la brousse en espérant trouver du travail, a fait grossir démesurément la ville de Djibouti. Et les bidonvilles ne cessent de s'étendre. Mokhtar, médecin dans un des rares centres de santé de la ville, est confronté tous les jours aux problèmes liés à la pauvreté. Je m'appelle Mokhtar, je suis médecin généraliste à Djibouti. J'ai eu mon diplôme en Tunisie, à Sfax. Je me suis marié le 7 avril. Le 7, le 8. Le 7 avril. Je faisais une consultation, elle était venue avec une amie à elle. Après, je me suis arrangé pour la revoir. Elle est la plus heureuse des femmes et moi je suis le plus heureux des hommes. Ma grand-mère était infirmière et ma mère est toujours infirmière. Donc dès mon enfance, c'est un métier que j'adorais. Je disais à tout le monde que moi je serais un médecin. C'est un centre de soins. Nous nous occupons des familles des salariés, les femmes et les enfants. C'est un travail qui est assez difficile parce qu'à Djibouti, il y a la polygamie. Donc un salarié peut avoir 3 ou 4 femmes et une femme peut avoir une dizaine d'enfants. Donc ici, on traite en moyenne 250 à 300 cas par jour. Donc ça nous fait 35 à 40 consultations par jour. Le problème digestif. Ça c'est la face. Les gens sont des situations sociales très très défavorisées. Donc problème économique, problème d'hygiène, problème de santé. De voir quelqu'un qui souffre et ne serait-ce qu'avec la parole, de lui rendre un petit sourire, de lui montrer où ça a mal et de revoir la personne et dire ah, merci, je n'ai plus mal.
Un des plus graves problèmes qui se posent à Djibouti est celui du khat, cette drogue qui plonge tous les après-midi le pays entier dans la torpeur. Le khat, il vient d'Éthiopie. Tous les gens, 40% ils broutent. Non, c'est naturellement, c'est pas une drogue, c'est un passion des gens djiboutiens. Quand on broute, on rigole, on prend construit une maison. Tu fais un projet, quand on finit, le projet c'est fini. Il n'y a plus de projet. C'est pas dangereux, c'est normal, c'est nature. Imaginez quelqu'un qui passe toute une journée assis, à partir de 13h jusqu'à 20h, après qui se retrouve drogué, entre parenthèses, qui passera toute la nuit insomniaque. Sur le plan de vue santé, c'est un facteur de risque comme pour les maladies cardiovasculaires. Sur le point de vue économique, c'est cher. Ça touche durement 98% de la population. En brousse, la plupart des nomades vivent dans des conditions d'isolement et de précarité aggravées par les sécheresses successives. Aujourd'hui, des initiatives locales tentent de maintenir la population rurale sur place. Pascal Vardon, ingénieur agronome, travaille pour la coopération française. Il aide les nomades du village de Yoboki, à 150 km de la capitale, à aménager un puits. La margelle a été construite, mais il reste à installer une pompe pour augmenter la quantité d'eau disponible. Tous les chefs des tribus qui utilisent le puits se sont regroupés pour imaginer ce projet. Ça fait assez longtemps que je ne suis pas venu. C'est un puits qui existe depuis longtemps. Même les premiers colons le connaissaient, il y a toujours eu de l'eau ici. Le problème, c'est qu'il n'a pas plu depuis 4 ans. C'est-à-dire que si on installe la pompe solaire, le premier effet, c'est qu'on va tirer plus d'eau qu'aujourd'hui, par la méthode traditionnelle. Toutes les décisions sont âprement discutées par les futurs utilisateurs. On a besoin de ce puits. Les tribus viennent parfois de très loin pour chercher de l'eau. Ces éleveurs qui se sont réunis en comité, ils ont dit, eh bien, on va tâcher de s'organiser pour faire ce qu'il est possible de faire à notre niveau, on va essayer de le faire. C'est un exemple de la réforme actuelle de l'État, de la recherche d'une plus grande proximité. Ça commence par l'appui à des structures locales qui cherchent à réaliser elles-mêmes des choses qui sont tout à fait à leur portée technique. C'est aussi la politique de la France d'aider les populations locales à se prendre en charge. Ali Sabieh, à 120 km de Djibouti, est la dernière gare avant la frontière éthiopienne. Une petite ville somnolente qui souffre de son isolement et qui se vide peu à peu de ses habitants. L'inauguration d'une nouvelle antenne de l'Alliance française apparaît comme un événement qui peut redonner un peu de vie à la région. Témoignage de l'importance donnée par la France à cet événement, l'ambassadeur lui-même s'est déplacé. Vous savez, avec des moyens modestes, l'Alliance franco-djiboutienne s'est engagée à propager et à amener jusqu'à vous la langue et la culture francophone. La langue française peut servir à renforcer l'unité nationale face aux cultures différentes des pays qui l'entourent. Nous sommes ici à Djibouti, un îlot de la francophonie. Nous sommes donc entourés de pays arabophones et aussi anglophones. Et vous avez l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée et le Yémen qui sont tout autour de nous, parlent cette langue. La petite république de Djibouti n'est qu'une enclave prise entre 3 pays beaucoup plus vastes et plus peuplés. À Samo,
Pour protéger les frontières, les Français avaient construit il y a un siècle un fort qui semble aujourd'hui bien dérisoire. Derrière la ligne des montagnes, la Somalie et l'Éthiopie ne sont qu'à quelques kilomètres. Djibouti est loin d'être un pays riche, mais les famines répétées et les guerres civiles qui ensanglantent la région le rendent attrayant pour des milliers de personnes tentées de fuir leur pays. La présence de l'armée française est un atout majeur pour garantir les frontières contre les convoitises des pays voisins. Dès le lendemain de l'indépendance, des accords de coopération militaire ont été signés. Aujourd'hui, la France maintient encore sur place plus de 2500 soldats et Djibouti sert de terrain d'exercice à ses troupes. Professionnellement, à Djibouti, c'est intéressant puisqu'on travaille comme dans des sites qu'on n'a pas en métropole. Donc ici, il y a le climat, donc on s'habitue et on s'enrichit personnellement dans sa carrière. Allez, binôme suivant, parti. L'école du désert, ça fait partie d'une instruction que les militaires de France viennent sur Djibouti. À l'intérieur, ils sont là pour l'aguerrissement et un cadre opérationnel. On trouve tout ce qui est survie sur Djibouti et après tout ce qui est culture par rapport au pays. Dans le tout cool, la femme et les enfants. L'homme et les jeunes adultes dormiront à l'extérieur, derrière des petits murets, et s'occuperont principalement du troupeau. Le principe de la formation est de s'adapter au milieu désertique et de vivre comme les nomades à partir des produits du pays. C'est à chaque fois qu'on est sur le terrain, donc on essaye d'aider la population avec qui on travaille déjà. Ça c'est les nomades avec qui on travaille, c'est nos chameliers. Donc le médecin leur donne des médicaments ou les soigne. Il va essayer de lever le bras. Donc, il a une tendinite. Hein. Comme presque tous les militaires français qui viennent pour 2 ans, Daniel Pénineau a fait venir sa femme et ses enfants. Ah oui, j'avais le choix de rester en France, mais vivre ici avec 4 enfants, sachant qu'ils sont en métropole, c'est presque inconcevable. Quand je suis arrivé ici, sortant de la métropole, on prend une claque, vraiment une claque niveau chaleur, et puis après on s'y habitue, et le rythme de vie fait qu'on supporte tout maintenant. Pour les familles comme nous, à part venir ici à la plage en profitant des navettes de bateau, en payant bien sûr pour venir ici, voilà, c'est comme ça qu'on passe nos week-ends. Il y a des écoles françaises, il y a un lycée et un collège français. Et la scolarité est très chère ici. Pour nous qui avons 4 enfants, c'est une sacrée somme. La présence des militaires et de leurs familles est une source de revenus très importante pour l'économie djiboutienne. Certains militaires ont même choisi de s'installer dans le pays après avoir quitté l'armée. Le Grand Bara, au centre de Djibouti. Une vaste étendue désertique balayée presque toute l'année par des vents violents. Seule présence humaine totalement inattendue dans cet endroit hostile, le club de char à voile d'Ali Liaka, un ancien légionnaire de l'armée française tombé amoureux du pays. Pour moi, c'est un endroit que c'est mon petit paradis, comme on dit. J'ai l'espace, j'ai la liberté, la nature, et je suis en contact avec le vent et le feeling. C'est la présence de nombreux étrangers qui fait vivre cette activité. Les premiers participants, ce sont des ressortissants étrangers basés à Djibouti, et aussi des locaux. Ils viennent pour le week-end, passer avec la famille ou avec des amis, tout simplement. Des paysages surprenants, un réseau routier en assez bon état, le tourisme est une des possibilités de développement offertes à Djibouti. Mais une chaleur écrasante règne ici plusieurs mois par an. Sur les champs de lave qui entourent le lac Assal, il fait l'été près de 60 degrés. Isabelle, la femme d'Ali, est elle aussi une résidente étrangère installée à Djibouti. Elle est une des responsables du port. Je suis venue à Djibouti pour la première fois en avril 1996. Je suis venue pour un très court séjour. Et mes correspondants ici m'ont confié à un ancien légionnaire qui connaissait parfaitement le pays,
Voilà, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré mon mari. Et en 2001, j'ai eu un poste, une opportunité au port de Djibouti. En termes professionnels, on a une certaine liberté d'action parce que Djibouti est un pays jeune. Il y a encore énormément de choses à faire. Les gens, ils sont agréables. Je veux dire, les différents pays où j'ai pu aller n'avaient pas cette sécurité qu'on a ici quand même. C'est le pili-pili? Oui. Qu'est-ce qui pique le plus? Le piment rouge ou le pili-pili? Non, les pili-pili, les forts. C'est gentil. C'est gentil de Merci, m'aider. ouais. Et on a vraiment beaucoup de chance ici dans l'approvisionnement quotidien. Bon, on a déjà tous les produits français du fait de la présence militaire française. Et puis au niveau des produits locaux, on trouve quand même énormément de choses. Elles sont combien les tomates? Les tomates, ça, ce sont à 100 francs. 100 francs? Oui. Tu me donnes 1,5 kg? 1,5 kg. Ok. Safia, commerçante influente de Djibouti, possède plusieurs boutiques de fruits et légumes. La plus grande est située rue d'Éthiopie, à 2 pas du marché central. Je suis djiboutienne. Et la plupart des gens qui ont des boutiques sur le marché sont aussi des Djiboutiens. Les clients de la boutique viennent de partout. Ils viennent de Djibouti, d'Arabie Saoudite, d'Éthiopie, de France et même de Chine. Oui, je suis contente, ça va, les affaires marchent bien. Le mercredi matin, tout le monde attend l'arrivée du train des légumes. Ils sont tous importés d'Éthiopie, car le climat aride de Djibouti ne permet pratiquement aucune culture. Safia vient elle-même surveiller le chargement de son camion et vérifier que sa commande est complète. Avant de prendre livraison de ses légumes, Safia doit aller payer les taxes d'importation. Ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. C'est ma mère qui avait ce commerce avant. Et je l'ai repris ensuite. Grâce à Dieu, tout va bien. Le train fonctionne correctement. Mais c'est comme quand vous conduisez une voiture. Il peut y avoir des pannes. Ça arrive de temps en temps. Mais dans l'ensemble, ça marche. Il arrive comme prévu. C'est vous qui avez fait le train. Hein? C'est le premier hangar qu'on avait fait ici, là. Hein? C'était en 1800 et quelques. 100 ans, ça existe. Les relations les plus cordiales s'étant établies entre l'Éthiopie et les colons français, ceux-ci obtinrent la concession d'une voie ferrée entre Addis Abeba et Djibouti, son débouché naturel sur la mer. La ligne fut lancée à travers le désert grâce aux capitaux français et au prix d'efforts héroïques. C'est une des œuvres les plus remarquables qui ait été accomplie en Afrique. Depuis l'indépendance, Djibouti et l'Éthiopie ont du mal à entretenir ce train, dont l'existence même est menacée. Djibouti, c'est un nouveau pays qui possède l'indépendance depuis 25 ans. Hein? Mais il n'a pas une ressource naturelle. Il ne produit pas de pétrole comme les pays du Golfe. Hein? Il a besoin de beaucoup d'aide. Comme ça, on entend une aide à la France. C'est la France qui a installé. Aujourd'hui, le train est totalement incapable de résister à la concurrence de la route. Chaque jour, des centaines de camions parcourent les 1000 km qui séparent Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, du port de Djibouti. Depuis la guerre avec l'Érythrée, l'Éthiopie, pays de 50 millions d'habitants, a été privée de ses accès à la mer. Il faut savoir que le port de Djibouti, son trafic a explosé littéralement en 98. C'est tout l'approvisionnement, je veux dire, en carburant, c'est l'approvisionnement alimentaire, c'est la majorité des équipements et de l'alimentation qui passent par ici. Pour absorber ce nouveau trafic et pour moderniser les installations, l'État djiboutien a confié la gestion du port à l'Émirat de Dubaï. Témoignage de l'influence grandissante des pays du Golfe dans l'économie.
Dubaï a une connaissance dans ce domaine. Je ne vais pas parler de mondialisation, mais plutôt d'internationalisation. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres ports en concession et ils gèrent d'une certaine manière. Il a fallu adapter tout ça à l'environnement de Djibouti, qui est quand même un environnement particulier. Nous ne sommes pas en plein cœur de l'Afrique noire, nous ne sommes pas au Moyen-Orient, et il y a quand même toujours cette très forte influence française, européenne. Au-delà de l'attraction qu'exerce Djibouti sur le plan stratégique et militaire, la petite république peut devenir, grâce au développement du port, un lieu d'échange important entre l'Afrique, le Moyen-Orient et le monde indien. Amul adara igabe digritana